Donc on va commencer la première conférence avec Pierre Charlier, qui est diplômé des Beaux-Arts de Nîmes et de l'ANSSI des Ateliers à Paris. Pierre travaille en tant que designer indépendant et mène ses recherches sur la dimension sensorielle des objets du quotidien, en associant savoir-faire et nouvelles technologies. Et je redis un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'était pour moi la meilleure introduction possible à ce collège, dans le sens où on verra des personnalités et des expériences dans des domaines assez divers. Mais Pierre est je pense, celui parmi les designers aujourd'hui qui a abordé la technologie et la sensorialité des matériaux dans des dimensions peu communes. Pierre travaille avec différentes galeries que l'on va faire avec Pierre Charlier, qui est diplômé des Beaux-Arts de Nîmes et de l'ANSSI des Ateliers à Paris. Pierre travaille en tant que designer indépendant et mène ses recherches sur la dimension sensorielle des objets du quotidien, en associant savoir-faire et nouvelles technologies. Et je redis un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'était pour moi la meilleure introduction possible à ce collège, dans le sens où on verra des personnalités et des expériences dans des domaines assez divers. Mais Pierre est je pense, celui parmi les designers aujourd'hui qui a abordé la technologie et la sensorialité des matériaux dans des dimensions peu communes. Pierre travaille avec différentes galeries. Donc, effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, je suis diplômé de l'ANSSI, donc qui est une école nationale de création industrielle, de design en d'autres mots. Et auparavant, des Beaux-Arts de Nîmes, en fait, j'étais en option art. Et même avant ça, pour remonter très loin maintenant, j'ai fait un baccalauréat scientifique. Donc j'ai eu un parcours assez sinueux, mais qui en fait fait parfaitement sens aujourd'hui, rétrospectivement, quand j'y repense. Et moi, je vais vous présenter quelques projets, l'évolution de ma démarche. Du coup, ouais, je dis démarche parce que c'est vrai que mon travail, je l'ai initié aux Beaux-Arts. Donc c'est une pédagogie qui est très ouverte. Donc je me suis un peu découvert pendant ces 3 premières années où j'ai obtenu un premier diplôme, le DNAP à l'époque. Aujourd'hui c'est DNA, je crois. Et en fait c'est un peu tout seul que je suis parti du dessin, tout simplement, que je pratiquais depuis que j'étais enfant. Et effectivement après mon bac général, je me suis dit mais en fait je vais quand même faire ça. Et je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'ai découvert le travail du volume. Et au fil de mes 3 années là-bas, de la sculpture, on va dire, pour faire un peu rapide, je suis arrivé au design et je suis rentré à l'ANSSI. Et justement, alors à l'ANSSI, c'est une école, si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller peut-être aux prochaines portes ouvertes. Je ne sais pas quand c'est, en février, je crois. C'est une école qui est assez jeune, puisqu'elle est 85, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est la seule école en France, encore aujourd'hui publique, qui est vraiment consacrée au design industriel. Et a la particularité de favoriser les parcours individualisés. Donc dans le recrutement des étudiants, on a des profils très variés. Et ensuite, pendant la scolarité, on invite aussi, on encourage beaucoup l'autonomie et on peut choisir un peu ses cours et tous les parcours sont un peu différents, ce qui aboutit à des profils très variés, des gens qui font plein de métiers différents aussi, peut-être un peu moins maintenant, c'est plus des designers quand même, mais malgré tout. Il y a une richesse, tout ça est brassé, toutes les années sont mélangées tout au long de la scolarité, et ce qui fait qu'on découvre, on apprend plein de choses. Je vais parler... Ah, c'est dommage.
Donc justement, pour rebondir un peu avec l'introduction de Jean-Baptiste tout à l'heure, pendant ma scolarité à l'ENSI, en arrivant vers la fin de l'examen de mémoire, je me suis rendu compte que ce qui m'avait amené justement de l'art, la sculpture vers le design, c'était l'aspect interaction en fait avec l'objet. Dans la vie quotidienne, voilà, c'est le design, c'est fonctionnel. Par rapport à l'art, voilà, on a un rapport beaucoup plus intime aux objets. Et donc, ce côté interaction, voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me travaillait dans l'interaction homme-machine. Donc, c'est l'objet avec l'usager et donc, voilà, forcément avec la technologie. Donc en fait, ce mémoire, je me suis penché un petit peu sur le lien de l'homme à l'objet, donc les premiers outils, donc ça commence à la préhistoire, puis la Renaissance avec l'analyse, la compréhension du vivant, pour arriver en fait assez vite dans le domaine en fait qui m'intéressait à l'école, qui était le design industriel, avec les arts ménagers et ce moment où le geste technique en fait se transforme encore en geste d'utilisation avec le bouton. Donc là, c'est des extraits en fait de mon mémoire. Là, on ne voit pas très bien parce qu'en noir et blanc et un peu petit, mais c'est des extraits du film The Party avec Peter Sellers. Je ne sais pas si vous l'avez vu. À un moment où en fait c'est une maison, c'est la domotique des années 60, avec un tableau de bord avec plein de boutons qui déclenchent plein de gags. Donc ça, c'était un exemple de cette déconnexion qui peut advenir bien souvent entre la technologie, son usage et la compréhension on va dire, intuitive qu'on a, ou là, dans ce cas, qu'on n'a pas du tout. Je m'intéressais à ce que j'appelais à l'époque, ça date de 2008, donc c'est vrai que à l'échelle du numérique, c'est déjà très très loin, mais je m'intéressais, disons que je réfléchissais aussi à l'interface gestuelle, j'appelais ça. Donc là, j'avais mis un autre extrait de film, j'aime bien le cinéma, de Minority Report, où on a Tom Cruise qui manipule des données en faisant des gestes dans l'air, que je rapprochais assez directement avec le mime en fait. Et mon postulat à l'époque, c'est toujours le cas en fait aujourd'hui, je ne suis pas vraiment convaincu par cette approche-là. Et j'étais plus convaincu parce que ce qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si on en parle encore, on utilise toujours ce terme, l'interface tangible. Donc en fait, c'est le lien à l'outil, à la main, à la manipulation, et ce genre de choses. Et un des projets, c'est peut-être le plus vieux projet justement que je vais vous présenter, qui incarne un petit peu cette idée-là, mais d'une manière assez légère et aussi poétique, on va dire. C'est ce bricolage que j'avais fait il y a déjà un moment maintenant. C'est une balance de cuisine qui est couplée avec une radio. Et donc là, l'idée c'était de simplement associer deux objets assez simples, donc un transistor et une balance de cuisine, et faire en sorte que la balance en fait agisse sur la moyenne de fréquence, et ça a pour conséquence de faire que en fait, tous les objets qu'on a autour de nous, de par leur poids, peuvent représenter une station de radio. Alors là, ce qui m'amusait, c'est qu'il y avait quelque chose d'un peu surréaliste. Donc justement, je ne sais pas vraiment en fait en fonction de l'objet ce que ça allait donner. Et c'était une réponse en fait aussi à l'époque où on se posait la question, c'était en 2006. Il y avait tout ce truc justement l'interface tangible, ça tournait autour des tags RFID, la possibilité par un petit composant, même une encre, enfin, des choses assez légères, mais en tout cas de donner une signature numérique à n'importe quel objet. Et c'était une chose qui m'intéressait beaucoup. Là, c'était une sorte de pied de nez aussi pour dire, en fait, de manière très low-tech, on peut arriver aussi à des choses
qui change notre rapport, enfin qui donne une épaisseur aux objets. Parce que en fait, tout le truc de l'interface tangible, du numérique, c'est ça, c'est enrichir, tu parles de design d'expérience, mais c'est ça, c'est de donner une épaisseur aux objets. Et là, c'était une manière de le faire, mais avec vraiment des moyens très simples. Un peu à la même époque, c'est aussi un projet que j'avais initié pendant ma scolarité. On était invité à réfléchir sur le maintien à domicile des personnes âgées. Bon voilà, parce que la population vieillissante, c'est des thématiques qu'on connaît bien. Et là, j'avais décidé de me pencher sur les troubles de la mémoire. Donc, pas forcément tout de suite Alzheimer, parce que là, ça nécessite quand même une prise en charge assez spécifique, mais déjà, voilà, les troubles de la mémoire. Donc, j'avais créé cette horloge aide-mémoire qui affichait l'heure et la date et qui était couplée à un rouleau d'ardoise qui, en fait, fonctionnait, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais avec en fait ces afficheurs qu'il y avait avant dans les gares, qu'il n'y a quasiment plus, pour afficher voilà, l'heure et les destinations, et c'était des ardoises Véleda. Et donc l'idée c'était de coupler un petit programme assez simple, commandé par les deux boutons qu'on voit sur le côté, et quelque chose de très tangible avec une écriture manuscrite, donc on écrit des choses à penser, à faire, des choses qui peuvent revenir tous les jours, ou de manière hebdomadaire, ou mensuelle, ou même de manière totalement ponctuelle. Et de les faire apparaître à un temps donné avec un système de programmation pour indexer chaque ardoise à une heure, à un moment. Donc soit on pouvait le faire soi-même, soit ça pouvait être dans le cadre d'une personne qui est dépendante par les aidants. J'ai voulu aussi, en fait, zut, ça se déconnecte. J'ai voulu en faire un objet qui soit non stigmatisant aussi, donc il a un côté assez ludique, qui peut être utilisé peut-être par toute la famille, les enfants, pourquoi pas. Et là, donc, cet enjeu d'associer analogique et électronique, on ne va pas aller jusqu'à dire digital non plus, parce que ça restait assez simple, c'est un afficheur qu'on connaît tous. Donc j'ai eu une bourse du VIA à l'époque, valorisation de l'innovation dans l'ameublement, ça s'appelle le French Design maintenant. Et c'était justement sur cette thématique un peu particulière du maintien à domicile. Et j'ai pu aller jusqu'à faire un prototype de cet objet-là. Et ça, c'était à la fin de mes études, donc ça m'a permis de. C'était un projet vraiment qui m'a permis d'arriver à un prototype fonctionnel. C'était très intéressant. Après, j'ai un peu abandonné le projet en cours de route. Disons que l'aspect industrialisation, commercialisation, c'est plein d'autres métiers, on va dire. Et maintenant, je sais que c'est pas là-dedans que j'excelle et surtout je m'ennuie un peu en fait. Donc, je suis parti sur d'autres projets. J'aime bien la phase de conception, de prototypage. Voilà, donc certains de mes projets, comme celui-ci, certains aboutissent, d'autres non. Alors, un autre exemple assez différent, c'était en fait mon projet de diplôme. Et en 2008, il est resté quand même, je dis un peu au pif, mais je crois 100 000 cabines téléphoniques encore. Et il y avait encore un impératif de l'État à maintenir le service d'intérêt général sur le territoire. Et en fait, voilà, j'étais un peu amoureux de la cabine téléphonique. C'était un objet à la fois technique, social, mais aussi hautement. Je trouve qu'il convoque vachement l'imaginaire. Personnellement, j'avais des souvenirs, enfant et tout. Je veux dire, au-dessus d'un certain âge, on en a tous. Après, pour les jeunes générations, je pense que la cabine téléphonique, ça ne veut plus rien dire pour eux, mais je trouvais ça intéressant d'en retrouver plein d'exemples là aussi dans le cinéma. Je disais que j'aimais bien le cinéma. Donc, je me disais, il en reste plein, il y a quand même une techno, il y a une connexion à un réseau, et il y a une implantation intéressante sur le territoire.
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet-là? Est-ce qu'il faut, à un moment, France Télécom, à l'époque, enfin, Orange, réfléchissait, ils ont fait des tentatives de remplacer les cabines téléphoniques par des écrans tactiles. Bon, c'était évidemment un four parce qu'en fait, il y avait le smartphone qui s'est développé, donc là. Mais moi, l'idée, c'était de dire, en fait, je vais prendre la techno assez basique qu'il y a, c'est-à-dire ouais, un tout petit écran comme ça, une connexion très lente, mais quand même une connexion possible à l'Internet avec le réseau commuté. Ah, c'est pénible ce truc. Et une interface vocale. Et l'idée, c'était d'en faire en fait un point d'embarquement pour du covoiturage spontané et de dire en fait voilà, on est géolocalisé, on est à des endroits souvent assez stratégiques sur les réseaux routiers, etc. Et en faire une sorte de service de covoiturage un peu public, alors qui nécessite évidemment pour les automobilistes d'avoir lui un téléphone portable, etc. Mais bon voilà, c'était un peu l'idée. Et aussi de proposer, enfin voilà, via cette interface assez sommaire interface vocale, ce petit écran, la connexion, essayer de proposer des trucs. Donc après, bon, il y avait des trucs d'information, tout ça, mais l'idée c'était de faire une intervention minimum sur toutes les cabines et profiter du fait que le réseau était encore assez dense. Il y avait une cabine par commune obligatoire à l'époque. Aujourd'hui, je pense que évidemment c'est plus le cas. Je ne sais même pas s'il en reste une seule. Bref. J'ai un petit côté nostalgique aussi sur les technologies. Donc j'aime bien parfois aller chercher des trucs, même des trucs très très vieux, on verra tout à l'heure. En parallèle, donc après ça, en fait, après l'ENSI, j'ai continué à mener mes projets de recherche expérimentale, exploratoire, prospectif, et je travaillais pour des agences sur Toulouse, dans ma studio, et ici c'est un exemple de projet sur lequel j'ai pu travailler, un autocuiseur. Donc, pourquoi je montre cette image? Parce que, bon, déjà, ça a continué à forger mon expertise en design industriel. Et aussi, il y avait quand même des questions là aussi d'ergonomie, de UX, on pourrait dire. Mais oui, d'interface, avec un minuteur détachable pour l'autocuiseur pour complémenter sur le frigo, une manière d'ouvrir, de fermer l'autocuiseur. Donc en fait, j'avais aussi ce genre de projet-là industriel en parallèle sur lequel j'ai travaillé. Et voilà, des projets beaucoup plus prospectifs comme celui-ci, qui est en fait une petite famille d'objets que j'avais maquetté de manière assez simple et qui était censé fonctionner avec un petit panneau solaire et un petit capteur, et qui était comme une famille d'animaux de compagnie, pour les appeler comme ça, ou en tout cas d'organismes vivants domestiques, qui réagissaient chacun à une sorte de phénomène. Et là encore, là encore, l'idée c'était de se dire d'apporter un rapport tangible, tactile, sensible à la technologie, intuitif, ou voilà, c'est un petit éclaté qui montre voilà, qu'il y avait un peu de différents éléments. C'était fait en papier, assez simple. Et donc chacun, on va le voir dans cette vidéo, chacun réagissait de manière comme ça, physique, sonore, visuelle, à un phénomène de l'habitat qui, par ailleurs, peut être monitoré, comme on dit, voilà, avec des capteurs, des applications smartphones, etc. Et l'idée, c'était de le rendre tangible. Donc là, le premier, c'était, on a vu, c'était sur la qualité de l'air. Donc en gros, est-ce que la pièce doit être aérée? Donc en ouvrant la pièce, l'objet se calme en quelque sorte, il vibre. Puis là, il était sensible à la température. Donc passer un seuil de température, l'objet se contractait un petit peu. Donc c'était pour dire peut-être on peut baisser un peu le chauffage. Celui-ci était sensible aux ondes. Alors l'idée, c'était de pouvoir le balader dans la maison et qu'il réagisse en fait en fonction des ondes électromagnétiques qui traversaient les différentes zones de l'habitat. Et le dernier, il y avait un capteur de présence. Et donc, il était placé comme ça sous une luminaire. Et l'idée, c'était si une lumière reste allumée dans une pièce qui est inoccupée pendant X temps,
X minutes, il se met à faire du bruit, à gérer les lumières qui fonctionnent alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc il y a un de ces objets-là que j'ai développé un peu plus avec, là encore, une aide du VR, qu'on a vu tout à l'heure, que Jean-Baptiste a utilisé à la fin de son diaporama. Et donc l'idée c'était d'en faire une lampe, donc sensible à la qualité de l'air. Donc là aussi, bon, il y a eu tout un travail sur comment, quel capteur utiliser pour la qualité de l'air, comment traduire les données que ce capteur captait et comment la traduire, là encore, en signal compréhensible. Donc là, j'ai travaillé, encore une fois, avec des programmateurs qui font du prototypage, qui s'appelle Interface Z, qui m'ont beaucoup aidé sur beaucoup de projets. Et avec, donc l'idée, c'était de coupler ce capteur à un électroaimant, donc une bobine de cuivre et un petit aimant, et qui faisait en fait vibrer la couronne en bois. Alors là, on n'entend pas du tout. Peut-être que je vais monter un peu le son de l'ordinateur. Bon, en gros, les petites baguettes de bois s'entrechoquent entre elles. Et ça fait du son. Donc là, voilà, c'est un peu un organisme vivant qui dit j'arrive plus trop à respirer. Est-ce que vous pourriez ouvrir la pièce? Alors j'aimais bien en fait ces électroaimants parce qu'il y avait un truc assez rudimentaire. Donc, vous l'aurez compris, j'aime bien le côté aussi assez simple de technologie, parce qu'en fait avec des choses très simples, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et moi, je suis pas du tout un geek, comme on pourrait dire, ou j'ai des compétences assez limitées, donc assez vite, je vais m'entourer de personnes qui vont m'aider. Et en fait, j'arrive déjà à m'amuser pas mal avec des choses assez simples. Donc j'aimais bien ce principe d'électroaimant. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec des vibreurs acoustiques, qui sont des électroaimants en fait. Et ici, c'est une petite installation qui illustre le fonctionnement de ces vibreurs. Donc en fait, là, c'est des vibreurs qui sont installés sur un gros tambour, un énorme tambour de 1 mètre de diamètre, qu'un facteur de tambour m'a prêté gentiment. Il fait des grands tambours chamaniques. Je l'ai trouvé vers Montauban. Et parce que voilà, j'avais envie de travailler sur la résonance de la matière, et en fait la peau tendue du tambour m'intéressait pas mal. Et là justement, en fait, l'idée c'était d'illustrer les fameuses figures de Chladni dont tu parlais tout à l'heure. Et alors là, pour le coup, j'espère que ça va pas être trop fort parce que le son est quand même assez dur. Je vais baisser un peu. Donc en fait, ces figures de Chladni, comme tout à l'heure, en fait, la membrane du tambour va vibrer sous l'effet de certaines fréquences. Et en fait, les ondulations produites à la surface de la membrane vont faire que en fait, le sable, ici en noir, voilà, va se déplacer aux endroits neutres, en fait, entre deux sinusoïdes, on pourrait dire, de la membrane. Donc en fait, ça rend vraiment tangible visuellement les ondes sonores dans la matière, l'effet du son dans la matière. Qu'est-ce que j'ai appris? Donc en fait, à ce stade, on était en 2013, 2014, c'est vrai que je me disais, bon, en fait, le son quand même m'intéresse beaucoup. Donc je vais travailler vraiment sur l'enceinte acoustique, qui est l'objet sonore par excellence du point de vue du designer industriel. Et donc j'ai obtenu la bourse Agora pour le design sur cette note d'intention en fait de travailler sur une enceinte acoustique qui fonctionnerait avec ces vibreurs. En gros, les vibreurs, ça marche exactement comme une table d'harmonie avec un instrument de musique, une guitare, d'un violon, où en fait les vibrations des cordes vont être transmises à la table d'harmonie par une petite pièce en bois rigide, et c'est le bois qui va diffuser le son.
Donc en fait, cette technologie-là, elle est quand même assez simple, elle est assez répandue, mais toujours dans un certain but. Alors en fait, cette vidéo, ça illustre un peu, voilà, ça montre qu'en gros, le vibroacoustique tout seul, il va faire un petit peu comme un écouteur que vous avez dans la main, vous allez entendre la musique crachoter, et dès que vous allez mettre dans votre oreille, ça va faire un son. Là c'est pareil, en fait, quand on le pose sur la membrane, voilà, le son se diffuse. Donc comme je disais, ça marche exactement sur le même principe acoustique qu'une table d'harmonie de guitare. Et cette techno-là, elle est utilisée en fait pour cacher la source sonore. Elle est utilisée en muséographie, en architecture commerciale, en gros, diffuser du son à travers du placo ou éventuellement une coque de bateau sur des installations un peu plus luxueuses. Voilà. Et là, l'idée, moi, c'était de dire, au lieu de cacher la source sonore et de faire en fait un peu avec l'existant, c'est à quoi ressemblerait une enceinte en haut-parleur qui fonctionnerait avec cette techno-là, quoi. Et comment, quel serait l'aspect, comment se matérialiserait cet objet d'écoute qui fonctionnerait avec ça. Donc je suis allé voir en fait un luthier, puisque comme je vous disais, les problématiques un peu sont les mêmes. Et donc on a fait un premier prototype. Donc la bourse Agora, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est une bourse pour la recherche en design qui est financée à l'époque, je crois, mais je crois que c'est toujours le cas, à moitié par le ministère de l'Agriculture et à moitié par la Fondation d'entreprise Hermès. Donc on a fait un premier prototype avec ce principe de table d'harmonie et de barrage en épicéa propre au travail du luthier, avec les livres acoustiques qui sont à l'arrière. Et j'ai fait en fait travailler sur une autre version plus industrielle avec une entreprise qui est vers Niort. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas sauté, je suis vraiment désolé. C'est assez pénible. Ça avait l'air de marcher mieux tout à l'heure. Et donc on a travaillé sur du bois moulé, parce qu'en fait c'est une entreprise qui fabriquait déjà des caisses de résonance de harpe avec du bois de bouleau. Et je crois qu'il faut que je change d'image en permanence, sinon c'est le seul moyen que ça passe pas au noir. Et donc c'est du multipli d'érable, ici, qui est aussi un bois utilisé en lutherie. Donc en gros, il faut, pour que ça marche bien, cette techno, il faut une membrane qui soit assez légère pour avoir un bon volume sonore, qui soit rigide pour avoir de bons aigus, et qui soit assez grande pour avoir de bonnes basses, puisque les longueurs d'onde des fréquences basses étant grandes, c'est le même principe que le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse. Donc là, l'idée, c'était d'obtenir la rigidité non plus par les barrages, comme on a sous la table d'harmonie à l'intérieur de la guitare, mais par le galbe en fait du contreplaqué, et par la technique aussi du contreplaqué, du multipli, qui va, en croisant les fils, qui va augmenter la rigidité du bois. Et donc, j'obtenais une forme de base, et ensuite, dedans, je venais découper différentes formes pour, un peu comme je vous évoquais, avoir les fréquences aiguës, les fréquences basses. Là, il y a un quatuor, par exemple. Il y a 2 violons, un alto et un violoncelle. Et en fait, je me suis éclaté sur ce projet parce que j'étais vraiment... Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui. Parce que s'il bougeait vraiment, il perdrait le... Bon. Ouais, donc en fait, grâce à la bourse, justement, j'ai pu travailler avec un quatuor à cordes. Et l'idée, c'était justement d'enregistrer les pistes de chaque instrument indépendamment et de pouvoir les rediffuser ensuite et recréer en fait les conditions d'écoute de musique de chambre, d'un quatuor à cordes. Et le projet, j'ai eu la chance de pouvoir le présenter justement
au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dans les périodes rooms du 18e et 19e. Donc en fait, ça faisait une sorte de parcours sonore. Là, on avait un duo violon-alto, un parcours sonore avec de la musique liée à l'époque en fait de la salle. Et où j'ai présenté en fait le résultat de cette recherche. J'ai fait une autre version, en collaboration avec un Dora, aussi justement avec la galerie Nika dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure. Et je reviendrai un petit peu après sur justement la galerie Nika et l'association Libre Arbitre. Donc voilà, là maintenant on va s'éloigner un tout petit peu de la techno à proprement parler, mais on va rester sur le son. Donc en fait, le son c'est, on va dire, je pense, oui, le sens qui m'intéresse le plus, mais je travaille, comme disait Jean-Baptiste, sur la sensorialité des objets, donc aussi sur le toucher, sur l'odorat, on le verra après. Mais le son, je trouve, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le son, c'est que c'est vraiment une dimension immatérielle qui dialogue directement avec l'objet. Donc il y a les instruments de musique, mais il y a aussi tout un tas d'objets sonores qui sont entre l'instrument de musique et l'objet fonctionnel ou artistique ou même religieux. Donc cette nature sonore des objets m'intéresse particulièrement. Ici, c'est un exemple de lithophone, donc c'est vraiment un instrument très préhistorique. Ici, une pierre sonore donc, chinoise. Donc c'est une variante, on va dire, des rochers de lettrés. Donc ces rochers aux formes représentant des montagnes, des paysages que les Chinois lettrés collectionnaient. Et celle-ci, elle a une forme spéciale et en même temps, c'est un instrument à percussion ou un idiophone, c'est-à-dire un instrument qui fait du son grâce à la percussion de son propre matériau. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Ici, un tambour à fonte, chinois également, en bronze. Ici, un objet plus mystérieux, en fait, c'est une cage à criquet en ivoire. Et donc, ils sont forts quand même. Les Chinois, ils aimaient bien avoir comme compagnie un petit criquet qui faisait un petit son agréable. Et donc voilà, il y avait des très beaux objets comme ça, très raffinés, qui étaient destinés à promener ces fameux criquets. Ensuite, ça, vous connaissez tous, les carillons à vent, qui font du son en fonction du vent. Ici, des bols chantants, ou des bols tibétains, on les appelle comme ça, mais en fait, on les retrouve un peu partout en Asie, qui sont liés au bouddhisme. Ici, un exemplaire un peu miniature du cristal Bachet. Donc, ça, c'est les frères Bachet, des Français, qui sont à la fois, qui étaient à la fois sculpteurs et luthiers, et qui ont inventé ce fameux instrument. Donc, qui fonctionne avec la friction, avec des mains mouillées de tiges en cristal, qui vont provoquer une résonance qui est amplifiée par ces cônes en métal. Donc là, un objet entre la sculpture, parce qu'il était vraiment sculpteur, et la lutherie, donc c'est une grande source d'inspiration pour moi. Ici, un résonnateur de Helmholtz. Alors c'est un outil de mesure en fait, et en fonction du volume de la cavité, l'objet va amplifier une fréquence en particulier. Donc on va avoir tout un tas du plus petit au plus grand comme ça d'objets qui là aussi la forme de l'objet est intimement liée au son en fait. En quel matériau? Alors je saurais pas te dire. Comme ça j'aurais envie de dire du laiton, mais là tu vois, cuivre, laiton, je dirais.
ici un miroir sonore qui est en fait l'ancêtre du radar qu'on trouve sur les côtes britanniques. Donc bon, c'est une parabole qui, je pense qu'il mettait une sorte de micro en fait au point focal de cette parabole, et ça permettait d'entendre arriver les avions, les bateaux. Bon, ça a été évidemment remplacé par les radars ensuite. Mais là aussi, voilà, un objet qui, par sa fabrication, sa construction, est directement lié au son. Donc tout ça, c'est des choses qui m'intéressent et que j'explore notamment avec la Galerie Nika. Ici, sous la forme d'un mirillon, une table basse, qui est en fait qui a un pied en fonte. Donc on a travaillé là avec un fondeur qui est en Bretagne et un fondeur sur bois. Et donc en fait c'est une table avec un maillet à l'intérieur, et donc c'est une table sonore. Donc l'idée c'est un objet en fait, assez simple et l'objectif était de proposer un usage en fait, ou un rituel en fait, à inventer. Et donc voilà, en fait, ce genre de projet, c'est vraiment la rencontre entre à la fois une recherche plastique, une sorte d'évidence, en fait, quand tous les éléments s'emboîtent, et à la fois voilà, cette réflexion autour du son dans le quotidien, en fait, comment le son peut exister dans notre quotidien de plein de manières différentes. Et c'est vrai qu'on a un rapport au son, c'est souvent soit une pollution ou alors un signal électronique, un téléphone portable, etc. Et c'est vrai que je travaille pas mal à comment réintroduire le son sans tout de suite aller vers la musique, ou c'est une pratique musicale, mais plus comme un paysage sonore. Alors on n'est pas parlé au début, mais ouais, cette notion de paysage sonore m'intéresse beaucoup. Et voilà, j'essaie un peu de la traduire dans les objets, parfois de manière, on pourrait dire peut-être très expérimentale ou artistique, et puis parfois de manière un petit peu plus pragmatique ou fonctionnelle. Ici, c'est une série de rondes en ébène. Donc là aussi, une collaboration avec la Galerie Nika et Jean-Noël Robic, qui est un sculpteur sur bois, qui a un très vieux stock d'ébène du Gabon. Et à l'invitation de la Galerie Nika, j'ai imaginé donc des objets apotropaïques. C'était la demande de la galerie. Donc c'est des objets un petit peu talismans, en fait, on va dire. Et c'est tout simplement une sorte d'hommage à l'un des plus vieux instruments de musique qu'on connaisse, que les archéologues ont retrouvé en fait sur quasiment tous les continents, aussi bien en Océanie qu'en Afrique, qu'en Europe, en fait en Amérique aussi. Et en fait, il s'agit d'une fronde sonore qui était utilisée à la fois pour la communication longue distance. Alors, en fait, je sais pas si on voilà, ça produit en fait un rebondissement parce que l'objet tournoie sur lui-même, donc ça crée des perturbations d'air. C'est des fréquences basses qui en fait se déplacent très bien sur les longues distances, notamment les plaines justement en Australie. Assez sommaire. Mais c'était aussi un objet utilisé pour l'interface vocale, ce petit écran, par les rabatteurs, pour la chasse. Et c'était aussi des objets utilisés lors de cérémonies parce que le son pouvait être en fait assez impressionnant et il était comparé à la voix des dieux. Voilà, c'est un objet qui concentre en fait beaucoup de choses. J'aime beaucoup aussi. J'ai une idée de faire une lecture contemporaine, une lecture de forme, jusqu'à en fait aller chercher des trucs, pas rentrer trop dans le détail, mais un petit peu le profil de la forme
fait qu'en fait il va tournoyer sur lui-même. Les perturbations qu'on va pouvoir avoir sur les bords comme ça vont jouer justement sur ce fameux rebondissement. Donc c'était un travail vraiment de design et à la fois sur la portée symbolique de l'objet. Ici, un autre objet sonore, donc là j'ai travaillé sur le carillon, qui est en fait un carillon d'orchestre que j'ai associé à une chaise longue. Là aussi, à l'invitation de la galerie Mika, on était en fait tous les deux intéressés par cette typologie-là de la chaise longue, qui induisait un temps, un espace-temps presque on pourrait dire, un usage ou un état d'esprit assez particulier. C'était une typologie d'objet qui est pas forcément très souvent. Alors il y a des grands icônes qu'on a tous en tête, évidemment, la chaise longue de Charles-Perriand et beaucoup d'autres, mais en fait, c'est quand même un objet qui est rarement travaillé par les designers. Donc, là, l'idée c'était de travailler là-dessus, donc sur cette notion de relaxation et donc de son, puisque c'est ce qui m'intéresse. Et donc l'idée c'est, on a fait tout un travail avec à la fois un ergonome en faisant des prototypes, etc., pour associer le balancement de la chaise au son que pouvait produire ce carillon. Ici, un autre projet, alors là, qui est peut-être un peu plus, qui se rapproche de quelque chose d'un peu plus, enfin, d'un objet plus petit, en fait, plus quotidien, on va dire, là, puisque là, j'ai travaillé sur une carafe d'eau. Et en fait, mon inspiration directe, ce sont des objets précolombiens, péruviens, dont on ne connaît pas précisément la fonction ou la manière qu'on avait de les utiliser, mais en tout cas, dont on sait qu'ils étaient utilisés lors de rituels, et où là aussi, le son produit était en gros une manière de dialoguer avec les esprits, les dieux, un ailleurs, un au-delà. Et donc la technique là aussi est assez rudimentaire, mais je trouvais très intéressante. C'est deux vases communicants de volume où en fait l'eau va passer d'un volume à l'autre par un conduit et ce faisant va aspirer, pousser l'air hors du contenant. Et en fait, en poussant l'air hors du contenant, l'air va rentrer dans un sifflet et donc par la gestuelle en fait du basculement va produire un son. Et donc je trouvais ça très intéressant et j'avais envie de m'inspirer de ça pour faire un objet là fonctionnel, une carafe en fait, en céramique. Donc ça c'est un objet qui a été édité par Moustache, qui est un éditeur d'objets. Et donc voilà, ça produit ce petit son-là, en fait, assez simple. C'est comme si, vous imaginez que vous avez mis une sorte de petite ocarina en haut de la ronce de l'objet. Donc on a cette forme en U, comme ça. Et l'idée, c'était de faire un objet comme ça, qui amène une petite touche sonore, musicale, dans un geste assez anodin, quotidien, à table. Donc voilà, être à table avec d'autres personnes, il y a une forme de convivialité. Voilà, c'était une petite présence comme ça, joyeuse sur la table. C'était l'idée de ce projet. Elle a donc l'objet, pour parler un petit peu quand même de la forme, il a un peu cette forme d'oiseau. Là aussi, c'est un clin d'œil en fait aux figures souvent zoomorphes, même parfois anthropomorphes, qu'on peut retrouver sur les objets précolombiens dont je me suis inspiré. Donc c'est un petit oiseau, il a des couleurs assez joyeuses comme ça, un petit peu d'oiseau exotique. Et on a travaillé cette cannelure comme ça sur le corps de l'objet. Bon là on peut reboucler un petit peu avec le côté technologie. On a travaillé avec un logiciel qui s'appelle Grasshopper, qui permet de faire rentrer un petit peu de paramétrique dans le design. Donc on a créé ce motif-là de manière informatique, on va dire.
Alors là, voilà, on va parler d'un autre sens qui est l'odorat. Toujours aussi avec très souvent lié à la gestuelle. Je vous parlais du côté interactif, l'interface tangible, etc. au début. Donc ça, c'est quand même toujours présent. De la même manière, j'ai pas dit, mais dans les surfaces sonores, il y a un truc assez incroyable aussi, c'est que quand l'objet fait du son, donc la membrane en bois vibre, et en touchant l'objet, on sent vraiment physiquement le son, quoi. Il y a un truc. Et aussi, je l'ai pas dit, donc, il y a le son que produisent les surfaces sonores, comme le son des instruments, il est différent du son des enceintes. Les enceintes, bien souvent, sont directionnelles, avec un cône de diffusion plus ou moins ouvert. Et les surfaces sonores, comme les instruments, sont omnidirectionnelles et produisent un son assez chaleureux. Donc c'est ça aussi qui était intéressant, c'était de diffuser de la voix et des instruments acoustiques à travers ces objets-là, parce que ça a redonné un petit peu ce côté chaleureux, sensible au son. Et donc là, il y a du mouvement. En fait, ce projet, il a comme point de départ une fascination. En fait, quelques années après mon diplôme à l'ENSI, donc j'ai travaillé dans des agences, comme je disais, puis au bout d'un certain temps, je me suis mis à mon compte. Et à cette époque-là, j'ai intégré l'incubateur des ateliers de Paris, qui propose un accompagnement et des ateliers à des designers, des métiers d'art et aussi des métiers de la mode. Et donc on est amené à cohabiter, collaborer avec plein de métiers différents. Et là j'ai découvert, il y avait un plumassier dans ma promotion. Et j'étais fasciné par la plume d'autruche. Et j'avais très envie, enfin la manière qu'elle avait de bouger, de se déplacer, j'avais très envie d'en faire quelque chose. Et en fait, en travaillant avec lui, en discutant avec lui, j'ai appris que voilà, elle avait aussi des qualités pour capter les parfums à base d'alcool. C'est du duvet d'autruche, donc voilà, par capillarité, en fait, ça capte vraiment les odeurs. Et donc, nous est venue l'idée de faire un diffuseur de parfums qui fonctionnerait tout simplement avec une plume d'autruche qui se déplacerait comme ça très lentement et qui rediffuserait le parfum dans l'espace de par le mouvement. Simplement, l'idée c'était de vaporiser du parfum sur la plume et que ça diffuse par un mouvement comme ça. Donc là, c'est très simple. C'est un petit moteur en fait, qui est dans la base et qui va en fait, en modifiant un tout petit peu par des éléments très simples le mouvement, je vais obtenir une sorte de balayage de 8 en fait, plutôt une sorte de 8 comme ça. Et le carbone, de par sa rigidité, sa souplesse, va amener ce côté comme ça très souple et presque aléatoire aussi du mouvement. On va retrouver un truc un peu presque animal. J'ai un Et petit aussi, c'est très léger, donc c'est aussi très sensible au courant d'air, donc ça va aussi bouger un petit peu en fonction des passages, des choses comme ça. Ensuite, on a fait une version un peu simplifiée, très simplifiée même de cet objet pour Sœur-Trudon, pour des vitrines. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. C'était pour la fin d'année, peut-être en 2017 ou 2018. Un autre objet beaucoup plus gros aussi avec cette notion de mouvement, c'était ce petit jardin d'hiver. Alors, tiens, j'ai oublié le nom. Bon, vous voyez ce que c'est en fait, c'est ces structures en acier qu'on a dans le jardin et sur lesquelles on fait pousser les plantes grimpantes. Une gloriette. Une gloriette, c'est ça. Une gloriette. Et l'idée c'était de mettre une sorte comme ça de girouette géante sur cette gloriette qui allait en fait être sensible à la fois, qui allait se déplacer avec le vent et qui allait aussi potentiellement jouer avec le soleil, avec cette lentille là, en vert teinté. Alors, donc tout ça c'était avec la galerie Mika. Tous ces projets-là qu'on vient de voir depuis la table campagne, la table cloche. Et
Donc là, on va parler un peu d'autres projets que j'ai pu faire avec, ici avec une start-up, une entreprise qui s'appelle Jundo, et qui avait pour volonté de proposer du mobilier paramétrable par l'usager via un configurateur en ligne, mais en bois massif, fabriqué en France, etc. Donc, moi j'ai travaillé sur le système de montage de cette étagère avec ce principe de montant qui s'emboîte dans les étagères. Et en fait, on pouvait en fait vraiment configurer, générer en fait plein d'étagères. Donc on a beaucoup travaillé ensemble pour mettre au point. Là aussi, via Grasshopper, c'est un petit capture d'écran de ce à quoi peut ressembler une fonction en fait programmée sur Grasshopper. Donc c'est plein de boîtes de dialogue avec des fonctions. C'est pas moi qui l'ai fait, mais en fait j'y ai contribué. Et l'idée c'était au final d'avoir un configurateur qui permettait de régler la longueur, la hauteur de l'étagère, le nombre d'étages et la hauteur de chaque étage, sachant qu'il y avait 3 hauteurs possibles. Et voilà, de générer comme ça son étagère de manière assez fluide. Donc, bon, il y a eu plusieurs installations, il y a même eu des modèles un peu spécifiques qui ont été faits. Donc là, ce qui m'intéressait en fait, c'était un travail vraiment sur l'ébénisterie, vraiment ce travail d'assemblage du bois qui me passionne, voilà, en tant que designer. Et à la fois ce côté paramétrable et complètement ouvert à partir d'un matériau et de techniques qui paraissent vraiment être travaillées à la main, où on met le savoir-faire en avant et en même temps on a quelque chose de très digitalisé. Un autre projet avec une autre start-up, le point de départ c'était voilà, les jumelles un peu touristiques. Et le postulat de cette entreprise, c'était de dire on va proposer la réalité virtuelle dans l'espace public via une borne et un peu voilà, sur le modèle de ces jumelles. Et l'idée, c'était de pouvoir voir un lieu tel qu'il était dans le passé ou tel qu'il sera dans le futur. S'il y a un réaménagement d'une place, des projets d'architecture ou d'urbanisme, éventuellement même ça pourrait être un outil de consultation de la population. Mais évidemment, il y avait quand même ce côté touristique, notamment à Paris, et le premier prototype en fait. Donc ça, c'était une image, donc là j'ai travaillé avec eux à Usine.io, qui est un incubateur à Paris, dans le 13e, avec des ateliers, et où en fait on a fait un petit prototype fonctionnel, on est assez vite arrivé à un résultat, et enfin voilà, c'était assez fulgurant, franchement, le truc s'est fait en, je dirais, 7-8 mois, où vraiment on est parti de quasiment zéro, on avait le Oculus Rift dans les mains, et on est arrivé au premier photo implanté sur la place de la Bastille à l'époque. Bon, depuis, la place de la Bastille a suivi les travaux, donc le prototype n'est plus là. Mais bon voilà, l'idée c'était d'avoir tout un tas de contraintes liées à l'espace public, mais quand même d'avoir un boîtier qui était ajustable en hauteur pour un maximum de personnes puissent l'utiliser et rotatif. Voilà. Et donc ils ont travaillé, ça c'était une partie évidemment du projet, et toute l'autre partie pour eux, l'enjeu, le challenge, c'était la reconstitution, la modélisation de ces environnements animés, ces reconstitutions à l'époque selon les lieux d'implantation. Un autre projet dans l'espace public qui est en fait en cours en ce moment, c'est du mobilier urbain à la Défense. Où en fait je participe à un dialogue compétitif pour un marché public d'aménagement à la Défense. Donc l'idée c'était de concevoir une gamme de mobilier qui s'implante sur l'esplanade et potentiellement autour, dans les communes alentours de la Défense. Donc là, en 2 mots, le marché public, on a été 3 groupements
à être retenu sur dossier, et les groupements, c'était un designer et un industriel. Moi, j'ai collaboré avec Rondino, qui fait du mobilier en bois, en pin en fait, qui ont leur propre forêt, avec du bois renouvelé dans le Massif central. Et donc l'idée c'était aussi ça, c'était d'amener un peu de bois à la Défense. Et notre parti pris, alors la première phase du projet était une phase expérimentale, c'était dans le cadre d'une biennale, enfin c'est dans le cadre d'une biennale qui s'appelle Forme publique, c'est la 4e édition je crois, à la Défense. Et les 3 premières éditions étaient vraiment des installations expérimentales, pas du mobilier à proprement parler. Donc ils ont conservé en fait un petit peu cette approche expérimentale dans les premiers prototypes qui ont été installés, où ils nous ont vraiment poussé à amener notre concept, notre idée le plus loin possible. Donc nous, c'était un peu le végétal, l'organique qui colonise le parvis, l'esplanade de la Défense. Donc on y allait un petit peu à fond. Là, dans une deuxième phase qui commence en ce moment, à l'issue de laquelle, a priori, un seul des 3 projets sera retenu pour être déployé, on va revenir sur des choses peut-être un petit peu plus qui pourront en fait être adaptées un petit peu partout, mais en gardant l'essence du projet. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et maintenant, cette dernière partie en fait de ma présentation, ça va être en fait différentes collaborations avec des artisans dans différents cadres. Donc ici, avec un guénier, c'était à l'invitation de l'association Designers Days, qui à l'époque organisait cet événement tous les ans à Paris, donc dans un programme qui s'appelait Périfabrique, qui avait pour objectif de faire travailler les designers avec des artisans. Donc ici avec un guénier, j'avais envie de le cuir, c'est une très belle matière, et j'avais envie de... Enfin, voilà, la question c'était qu'est-ce que ça pourrait donner du cuir sur un meuble, et en essayant d'utiliser les caractéristiques du cuir, donc sa souplesse, et en même temps aussi sa tenue. Et donc on a fait un vaisselier qui fonctionnait avec une porte souple comme ça, qui était aimantée, qui apportait une approche différente en fait, du meuble. Ici, ce sont des lampes en papier tissé. Donc là, c'est un projet qui est né de ma rencontre avec des designers textiles qui ont mis au point en fait, un matériau qui on voit un peu mieux là. Ouais, là. Ouais. Donc c'est du papier qui est teinté à l'encre, qui est ensuite découpé et retissé sur une base de fil en polyamide qui leur donne une certaine tenue. Et en gros, ils avaient en fait mis au point cette matière et elles sont venues vers moi en disant bon voilà, on aimerait bien en faire un objet. Qu'est-ce que voilà, travailler ensemble. Donc en fait, le papier avec ce polyamide, il a vraiment des capacités diffusantes. Donc moi, je me suis dit que ce serait intéressant de vraiment utiliser la matière quasiment telle qu'elle est, parce qu'elle était vraiment très belle. Donc faire une mise en forme assez minimale. Donc ici, c'est le papier, il est pincé par une petite réglette de laine, tout simplement. Et on a fait des suspensions qui ont ensuite été éditées par la Great Design Gallery. Voilà, c'est le début du métier. Ensuite, toujours sur le papier, autour du papier, j'ai eu la chance de partir au Japon pour la première fois en 2016, grâce à justement les ateliers de Paris, donc cet incubateur dont je parlais tout à l'heure, qui avait un programme qui s'appelait Kyoto Contemporary, en collaboration avec la mairie de Kyoto. Donc c'est la ville de Paris et la ville de Kyoto. Et donc voilà, toujours le même objectif, la collaboration entre les designers et les artisans.
Et donc bon, en préambule, c'était un peu un rêve pour moi d'aller au Japon. Je pense que quasiment tous les designers sont un peu fascinés par ce pays, sa culture et ce rapport justement à l'objet, à l'espace. Pour moi, voilà, c'était une sorte de fantasme que j'osais à peine penser réaliser parce que j'avais peur d'une déception en y allant tout seul, en fait, un peu en touriste. C'est un pays qui est réputé pour, voilà, on n'arrive pas comme ça, on ne développe pas chez les gens. Voilà, tout n'est pas toujours simple. Et donc là, c'était l'occasion rêvée pour moi parce que c'était des artisans qui avaient volontairement candidaté à ce programme-là et qui étaient là en attente en fait de dialogue avec des designers. Et en plus de ça, je suis tombé sur un artisan qui était vraiment très drôle, très rigolo, très ouvert, qui parlait pas un mot d'anglais, mais on a réussi quand même à communiquer avec le dessin, avec aussi un peu la technologie. Enfin, je veux dire par des traducteurs, et qui était très 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 chaleureux, qui m'a accueilli chez lui. C'est une petite entreprise familiale son savoir-faire s'appelle le Yogu. Et en fait, c'est tout simplement la mise en œuvre du papier washi, le papier japonais qu'on connaît assez bien, qui est dans les lanternes, sur les portes coulissantes, mais aussi sur les paravents. Donc en fait, lui, il met en œuvre ce papier justement sur les portes coulissantes, sur les paravents, mais aussi fait beaucoup de restauration, l'équivalent pour nous de l'encadrement. Donc en fait, il va contre-coller des calligraphies, des peintures sur des rouleaux de tissu qui sont ensuite accrochés. Donc en fait, il touche un peu à plein de... On travaille en fait avec beaucoup de corps de métier, des artistes, des gens qui fabriquent le papier washi, des gens qui fabriquent le tissu, etc. Et donc, il m'a justement fait rencontrer pas mal d'artisans différents, notamment des gens qui fabriquaient ce papier washi. Donc là, c'est un exemple incroyable. Rapidement, c'est un papier noir contre-collé sur un papier blanc, où en fait, la pulpe de papier, elle a été travaillée sur le tamis de telle manière que ça va créer en fait ce motif. Donc en fait, les parties noires, en réalité, il y a du papier blanc, on ne voit pas, mais parce qu'il a l'épaisseur d'un papier à cigarette. Et une fois que c'est contre-collé, il disparaît, on n'a plus que les zones, enfin les amas de papier blanc qui apparaissent. Ou alors ici, par exemple, c'est de la feuille d'argent contre-collée sur du papier qui a été oxydée par endroits. Donc en fait, quand j'ai découvert des matériaux, enfin en gros, j'en ai plein les minerettes pendant ce voyage et ce projet-là. Et on a abouti à en fait, un projet qui utilisait la technique de charnière souple, charnière textile qu'il y a dans les paravents japonais, que lui s'est fabriqué, et on l'a transposé en fait, à des tables qui se replient, un petit peu comme les paravents, parce qu'il y a vraiment cette notion souvent dans les objets et l'espace au Japon d'objets, de choses qui sont temporaires. Tout est toujours, on le déploie, puis on le range, ça change selon les saisons. Donc il y avait cette idée de mobilier comme ça qu'on pouvait installer ou désinstaller. Et qui était aussi un prétexte pour mettre en avant en fait, ces matières qui me fascinaient énormément. Et ensuite, j'ai eu la chance l'année suivante de réitérer l'expérience avec une autre entreprise familiale, une petite entreprise de laqueur. Alors là, le savoir-faire s'appelle le Raden, c'est la laque avec incrustation de nacre. Donc c'est un travail extrêmement minutieux. Donc voilà, c'est des décors en nacre. Et alors moi, je suis arrivé là. Voilà, en tant que designer, ça dépend, mais on n'est pas toujours très à l'aise avec cette notion d'ornementation, etc. Mais j'avais quand même cette fascination incroyable pour le matériau, alors je m'aurais proposé un truc qui n'était pas évident au départ, c'était de dire, en fait, voilà, c'est un matériau quand même naturel, c'est du coquillage, donc pourquoi ne pas utiliser le morceau de coquillage en entier? Donc pour eux, c'était un peu un contresens, parce que c'était aussi... je leur disais en fait que vous avez peut-être un peu moins
travailler finalement sur l'objet, puisqu'il n'y a pas, on va garder un peu la forme brute, c'était l'idée du coquillage. Et donc on a fait des petits miroirs. Donc c'est 2 panneaux laqués, dont un est équipé d'un miroir et l'autre donc cette partie de coquillage, et donc créer une sorte de figure géométrique, donc une décoration, mais qui naît d'un élément naturel et qui pour moi permettait en fait avec les yeux, parce que l'idée c'était ça aussi, c'était de dire notre regard en tant qu'occidental, designer occidental, sur le savoir-faire. Et en fait, moi, bon, cette nacre et tout, incrusté, j'avais vu, mais ce qui était important pour moi, c'était de dire, en fait, de montrer que c'était un matériau naturel, parce qu'on avait du mal, sans connaître le savoir-faire, on avait du mal à savoir ce que c'était et à comprendre. Donc là, l'idée, c'était ça, c'était d'utiliser les différents coquillages qu'il fallait travailler et de montrer le coquillage. On a aussi fait des versions en mosaïque, donc un peu plus travaillées, toujours avec cette notion de symétrie. Et en fait, on retravaille aujourd'hui, en ce moment même, je retravaille avec lui à distance sur un autre projet. Donc en fait, juste rapidement, en fait, c'est une petite entreprise familiale, comme je disais. Ils sont basés à Kyoto dans une zone assez touristique, en fait, proche de la forêt de bambou. Et les objets en lac, la laque, c'est un savoir-faire qui nécessite beaucoup de travail. Comme vous le savez peut-être, il y a énormément de couches. C'est un processus très long. Et ça aboutit forcément à des objets qui sont quand même à un certain prix. Et l'idée, pour eux, ils se sont un petit peu adaptés en vendant des bijoux, donc des objets un peu plus petits, qu'on peut vendre à un prix un peu plus intéressant, plus facilement que des objets, par exemple, pour la cérémonie du thé. Ce sont des choses qui sont un petit peu moins au bout du jour, en fait. Enfin, ça, c'est un problème global de l'artisanat au Japon, mais même de l'artisanat en général, c'est comment se renouveler, se réadapter. Et donc, le fils en fait de la famille avec qui j'ai travaillé, qui lui parlait très bien anglais, il m'a recontacté, il m'a dit voilà, j'ai une bourse là, je sais plus si c'est une bourse d'État ou une bourse régionale au Japon, et j'ai envie de refaire des objets avec toi, retravailler sur comment on pourrait faire un objet en lac, mais que j'arriverais à sortir pas trop cher, peut-être en présentant des nouvelles couleurs, aussi des nouveaux matériaux, faire quelque chose d'un peu surprenant, un peu plus contemporain. Et donc on est parti sur des petits plateaux, enfin des petits vides-poches en fait en métal. Donc c'est simplement des feuilles d'aluminium roulées qui sont laquées sur une seule face. Donc ça lui permet aussi de minimiser le temps de fabrication, puisqu'en fait dès qu'il y a les deux côtés, il y a 2 fois plus de temps de séchage, etc. Et de travailler sur en fait aussi un motif. En fait, moi, en fait, il y avait tout cet aspect-là, le matériau, la forme, le design et tout, mais moi toujours aussi depuis le début, mon challenge c'était mais comment réinventer, que faire en fait avec ce truc décoratif du coquillage. Et donc là l'idée ici, je me suis dit ok, on va quand même travailler sur un truc un peu plus détaillé que sur le projet précédent, et de reparler du coquillage, de la perle en fait, et de la nacre. Et donc là c'est des motifs de colliers qui seront travaillés comme ça en incrustation, un peu presque en trompe-l'œil. Bon là c'est des images, en fait je vais les démontrer aujourd'hui parce que j'ai envie de parler du projet, mais c'est pas vraiment faire justice, je pense, au savoir-faire et au résultat qui sera le résultat final, je l'espère. Voilà, alors, encore la laque. Là, par un autre biais, je me suis retrouvé à partir au Vietnam. Toujours un peu le même contexte. Ici, c'est l'ambassade de France en Thaïlande et l'Institut français qui sont à l'origine de ce projet-là, qui est à l'échelle de toute l'Asie du Sud-Est sur 3 ans, qui a fait venir 43 designers, là aussi en collaboration avec différents savoir-faire, en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie, je crois que c'est dans différentes villes. Et donc nous sommes partis à Hanoï avec une entreprise qui a un savoir-faire incroyable en lac, et qui se trouve en fait être l'entreprise qui fabrique, on parlait d'Hermès tout à l'heure, qui fabrique des objets en lac pour Hermès. Et
Et donc là, mon parti pris, c'était de se dire, ok, c'était la deuxième fois que je travaillais avec de la laque, ici avec un savoir-faire un peu différent, puisque là c'était de la laque, pour le coup, c'est de la laque synthétique, mais qui permet d'avoir énormément de couleurs. Et l'approche, c'est de se dire, je vais en fait un peu m'éloigner de ce qu'on appelle l'art de vivre, donc les objets tels que des vases, des plateaux, des petites boîtes. Et je vais essayer de proposer des objets plus domestiques, voilà, des objets avec des fonctions qu'on connaît un peu plus. Et aussi, surtout, je vais essayer d'utiliser les savoir-faire incroyables qu'ils ont sur le travail des couleurs, des finitions. Là, on ne voit pas forcément très bien, mais enfin, en gros, j'ai travaillé sur un dégradé brossé de couleurs et je l'ai appliqué à des formes assez simples, assez arrondies. C'est de mettre en avant les qualités de brillance, de profondeur de la laque. Ici, avec une petite lampe de bureau, ici avec une applique, ici des patterns, et aussi des petites étagères, et aussi dans voilà. Du coup, j'ai pas vraiment de conclusion. C'était la dernière. C'était un peu. Et, voilà, en tout cas, c'est vrai que le travail, c'est passionnant pour. Je disais tout à l'heure, je discutais avec une journaliste, mais c'est vrai que je pense que le designer, il est toujours curieux et il a toujours soif de découverte. Donc moi, ce que j'adore dans mon métier à chaque fois, c'est de découvrir des savoir-faire. Et souvent, en tant que designer, on a des notions de pas mal de choses. On connaît pas mal de choses, mais en fait, bien souvent, c'est des connaissances qui sont assez basiques. Et c'est intéressant aussi parce que du coup, ça nous permet parfois d'avoir un regard un peu neuf, et surtout ça permet, quand on travaille avec quelqu'un, d'amener le projet toujours plus loin et ailleurs par rapport à ce que nous on aurait pu faire seul. Et vraiment le truc qui me procure de l'émotion à chaque fois dans le projet, c'est quand le projet il m'échappe un peu, ou quand il prend un peu son autonomie et que le résultat me surprend. Et c'est là souvent que je sais que je me dis, en tout cas pour moi, qu'il y a un truc qui a marché. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis Elisabeth de Sédeville, donc j'ai été, pour que vous compreniez qui je suis, j'ai été prof, en plus de mon travail de créateur et designer, aux Arts Déco. C'est moi qui ai créé l'EMSAD Lab avec le MIT. J'ai inspiré beaucoup de projets qui ressemblent pas aux vôtres, qui sont dans la même lignée brillante, à tous les étudiants de design. Et en fait, je me posais une question, parce qu'en ce moment, je m'intéresse aux pierres sonores. Donc, vous m'avez beaucoup interpellée, et j'ai un projet pour les malentendants avec des pierres sonores. D'accord. Est-ce que vous y avez pensé déjà Alors oui, c'est vrai qu'il y a évidemment il y a l'aspect on va dire très signalétique du son. C'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, et en fait, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que quand je sais pas si vous l'avez vu, on va dire, mais sur certains projets, mes premiers projets que j'ai pu vous montrer, soit sur l'horloge de mémoire par exemple, celui-là. Oui. Oui, c'est génial. J'avais alors voilà, c'est vrai que j'avais des ambitions assez grandes, et j'ai consacré beaucoup de temps. J'ai eu une aide aussi de la BPI pour déposer un brevet, j'ai dialogué avec beaucoup d'industriels et tout. En fait, ça marche quand il y a quelqu'un, alors là aussi, en fait, quand il y a quelqu'un avec qui travailler. Voilà. Et moi, en tant que designer, du coup, c'est comme ça que j'arrive à des projets qui fonctionnent. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse, mais il y a forcément un partenaire avec moi, voilà. Mais vous y aviez pensé quand même. Oui, évidemment, le son, oui, il y a plein de choses, et même tout ce qu'on appelle l'haptique. En fait, il y a énormément de choses au niveau sensoriel et avec le handicap à travailler. Voilà, c'est ça. Ouais.
Après, c'est des choses assez complexes. Enfin, Oui, je le oui, sais, et du coup, il faut que ça soit travaillé en collège, en fait. Effectivement. oui, Et, bien sûr. mais oui, c'est passionnant. C'est un Je suis champ. qu'à la bravo pour tout ce que vous faites, c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut essuyer parce que si jamais c'est Non, je peux le faire une autre fois. Non, peut-être que. Bon, merci, car moi, j'ai aussi découvert beaucoup de choses. Et la largeur de cette palette. Par rapport au collège, précisément, du coup, ce à quoi on va se frotter, c'est effectivement la relation avec les makers, comment elle s'est passée. Si tu peux juste raconter un petit peu comment. Parce que. Alors, quand tu dis les makers, tu parles de. Non, mais quand ce que tu vas faire le prototypage, par exemple, Ouais, électronique, etc. oui, la partie, je veux dire, la partie qu'en tant que designer, on caresse de l'esprit et on touche avec le crayon, mais on ne sait pas on sait pas faire ça. Et c'est cette partie-là qui va être à un moment donné dans le dialogue. Du coup, comment ça s'est passé, quoi. Comment ça se passait? Comment ça se passe? Ça oblige à traduire sa pensée, à traduire. Bon, après, voilà, c'est un peu le principe de la programmation. Après, moi, personnellement, ça s'est toujours bien passé parce que je pense que j'ai eu la chance de. Enfin, en fait, je sais pas, les gens avec qui j'ai travaillé étaient juste très forts. En fait, tu es allé les voir comme des prestataires ou c'est parce que vous étiez ensemble au départ d'une idée? Ça dépend des projets, mais Interface Z que j'ai cité rapidement tout à l'heure, je suis allé les voir au départ pour l'horloge de mémoire. Et il m'avait été conseillé à l'époque parce qu'ils avaient été intervenus à l'ENSI dans le cadre de l'atelier de design numérique qui était dirigé par Jean Méfréchin à l'époque et Ouroche Petrevski. Et c'est lui qui m'avait donné le contact. Et j'ai par la suite travaillé aussi avec d'autres personnes avec qui ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un truc avec Interface Z, c'est des passionnés incroyables. Ils travaillent pas mal avec des artistes sur des installations interactives. Ils ont travaillé avec Tokyo, dans plein d'endroits. Mais c'est des vrais passionnés et ils ont vraiment accepté de travailler avec moi sur l'horloge de mémoire. Et c'était une sacrée aventure. Je pense qu'ils y ont passé quelques nuits blanches. On a eu des petits, enfin, jusqu'au diplôme, on a vraiment été à fond parce que je l'ai présenté, le prototype fonctionnel, et je l'ai présenté le jour de mon diplôme. Même si c'était pas à proprement parler mon projet de diplôme. Donc non, c'est souvent des gens qui sont passionnés, donc en fait c'est génial d'avoir quelqu'un qui... Et c'est souvent aussi ce que je trouvais super. Moi quand je suis allé les voir, je leur ai dit voilà, j'aimerais faire un démonstrateur qui donne l'impression que l'objet fonctionne. Et ils m'ont dit ben pourquoi? Et je dis ben parce que je me demandais mais non, mais en fait il va fonctionner ton objet. Ah génial, mais bon c'était un truc énorme pour moi. Et bon voilà, et souvent en fait ça c'est super parce que comme je disais tout à l'heure, ça ouvre, enfin ça en écho à ce que nous on a envie de faire. Souvent on dit oui mais on peut aussi faire ça comme ça, ou il y a ça et ça qui est possible, et évidemment ça met le projet ailleurs. Donc ça c'est hyper riche. Et globalement, quand on a un interlocuteur qui a un point de vue différent sur un sujet qui nous passionne, c'est génial. Mais oui, c'est ça. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors moi j'avais une question, quand on parle de transition vers le numérique, moi je pense souvent au logo de l'entreprise qui s'appelle Vaio, qui est une entreprise avec le V et le A qui correspond à l'onde sonore, et le I et le O qui correspond en fait à l'état binaire du numérique. Et du coup, toi tu parles du coup des ondes sonores et de la lumière, du coup ça reste quand même aussi logique. Et comment est-ce que tu vois toi du coup tes projets dans l'aspect numérique de la chose? En fait, c'est un peu une question que je me pose souvent, et en fait, pour moi, le numérique, il reste un outil, donc je l'utilise, voilà, je
je modélise mes objets en 3D, parfois effectivement je vais avoir recours à de la programmation, mais je me pose pas tant la question que ça, qu'il y ait une identité numérique à ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que je peux y avoir recours comme pas, et c'est un peu ce que je disais un peu avec le premier projet. C'est-à-dire qu'on peut arriver en fait à alors évidemment, il y a énormément de choses, infiniment de choses qu'on peut faire avec le numérique et qu'on ne pourrait pas faire sans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en a pas automatiquement besoin et que y avoir recours comme premier réflexe, enfin de mon point de vue en tout cas, n'est pas du tout justifié. Et d'ailleurs, c'était une des... à l'école, justement, il y avait cet atelier de design numérique auquel je n'ai jamais participé. Mais parce que j'ai fait des projets où il y avait du numérique, mais parce que dans le projet, à un moment, ça faisait sens qu'il arrive. Mais pour moi, le prendre comme point de départ, c'était pas ce qui m'intéressait. Donc je trouve que justement, le numérique, il est intégré et on a un rapport mature, je trouve, au numérique quand on le considère comme un outil au même titre que les autres outils. Enfin, je ne sais pas si on parle de la même chose au final. Enfin, en tout cas, voilà. Après, je suis très content de travailler sur des projets où il y a de la technologie, où il va y avoir... mais en fait, très vite, on arrive sur une complexité où on va basculer vers de l'interface et de la donnée. Et où moi, je vais continuer à dialoguer, mais de manière un petit peu distante, parce que je suis attaché quand même à l'objet, au tangible. Et voilà, il y a un lien entre le numérique et le tangible, mais jusqu'à un certain point. Et après, moi, je ne me considère pas comme un designer numérique, enfin, pas du tout. Enfin, voilà, je ne sais pas si... Très bien, merci beaucoup.